Salut à tous, c'est Ningesphère et bienvenue pour cet avant-match. Maintenant, vous connaissez la chanson. Une présentation faite par Maxence et moi de l'équipe adverse, puis un entretien avec les supporters de cette équipe pour approfondir plus en détail. Donc, bonjour Maxence. Bonsoir. Déplacement à Grenoble, cette fois-ci, une équipe qui a un peu bougé lors de ce mercato. Est-ce que tu peux nous parler un peu des changements dans le 11 type grenoblois? Ouais, bah ça a même beaucoup bougé puisqu'on leur a piqué Vandenabil et Arsène Logo. Ils ont perdu Pierre Gibaud qui part directement au Havre et Florian Raspentino qui part à Bastia. Tandis que eux ont récupéré Bart Stralman de Rodez, Jordi Gaspard de Monaco, Achille Anani, un des meilleurs buteurs du national l'année dernière, ou encore Yori Kravé avec une très grosse expérience en Bundesliga qui vient directement de Fribourg. Donc Isberger qui avait à mon avis la volonté de refaire un peu le côté droit de son équipe, et Isberger qui est un entraîneur on va dire qui divise parce qu'il a fait quand même quelques passages assez éclatés dans quelques clubs où il a souvent été remercié. On peut citer ou en Cuiseau, Niort, Le Havre, Laval, Créteil. Enfin, c'était un entraîneur qui a eu pas beaucoup de succès mais qui finalement s'est retrouvé dans son club de cœur, dans le club où il a fait toute sa carrière de joueurs à Metz qu'il a amené en Ligue 1. Bon, ensuite, il a été limogé pour cause de mauvais résultats en Ligue 1, mais quand même. Et là, à Grenoble, ça semble bien se passer puisqu'il les a amenés à une 8e puis à une 11e place. Mais Grenoble, un club qui a connu le dépôt de bilan et l'enfer des divisions inférieures, mais qui a été sauvé notamment par un entraîneur estimé et reconnu à Valenciennes. Ouais, c'est ça, ils ont connu le dépôt de bilan en 2011, une arrivée d'Olivier Saragaglia qui les a fait remonter en CFA. Puis après quelques années galères en CFA, Olivier Guégan est arrivé en 2016 où il a construit un effectif solide pour refaire monter le club en Ligue 2, même s'il n'a pas participé directement à leur première saison de Ligue 2 puisqu'il s'est fait limoger avant. D'ailleurs, fun fact, quand on regarde le budget grenoblois, on s'aperçoit que c'est exactement le même que Valenciennes, environ 10 millions d'euros. Donc on peut légitimement s'interroger sur les capacités financières de Valenciennes, qui lui n'a pas déposé de bilan, mais se retrouve à égalité avec un tel club. C'était mon taquet hebdomadaire et que ça me fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Mais Grenoble qui est aussi connu pour un record assez prestigieux que Toulouse a essayé de lui chipper, mais qui même Toulouse n'a pas réussi. Ah oui, c'est un record que Toulouse a essayé de lui chiver puisque c'est le nombre de défaites consécutives. Grenoble a été à 12 défaites consécutives qui ont été interrompues par un match nul. Toulouse était arrivé à 11, donc c'est quand même pas mal. Bah écoute, ça ne se voit plus actuellement puisqu'ils ont fait un très bon début de saison avec notamment le plein à domicile, une victoire 5-3 contre Toulouse et une victoire 2-0 contre Ajaccio. À l'extérieur, c'est plus compliqué, défaite 1-0 à Rodez et à Guingamp, mais à noter une victoire à Beauvais contre nos amis cambésiens. Et pour parler un peu des prestations et des confrontations passées au Stade des Alpes entre les deux équipes, on peut citer un triste 0-0 en 2009, une victoire 1-0 de VA en Ligue 1 en 2010 sur un coup de casque de Carlos Sanchez, une défaite 4-2 avec un but de Robaille et Cufo pour VA et un but du grand Malek Chergui pour Grenoble. Et enfin, la victoire dont je pense tout le monde se souvient juste avant le confinement et l'interruption de la saison, 3-1 avec un but de Baptiste Guillaume de Chergui et la patate de Cécile en lucarne. Donc maintenant, sans plus tarder, je vous propose de rejoindre nos amis grenoblois pour aller plus en détail et présenter un peu plus Grenoble, sa dynamique et sa façon de jouer. Et donc nous recevons aujourd'hui Thomas d'ICIGIS GF38 sur Twitter. Donc bonjour Thomas, est-ce que tu peux te présenter brièvement et surtout quel est ton rapport de supporter avec le GF38? Bien sûr, alors moi je suis donc Thomas, j'ai 25 ans. Je suis grenoblois donc de naissance, mais j'habite désormais à Vienne, donc c'est une petite ville dans le nord de l'Isère. Et je suis supporter du GF38 depuis mon plus jeune âge, depuis je dirais une dizaine d'années. Donc j'ai un peu tout connu à Grenoble, notamment la Ligue 1 brièvement, puis les descentes aux enfers, donc le CFA2, le CFA, les matchs de Coupe de France en D-Patelin, etc. Mais également les remontées, donc les remontées de CFA national et de national en Ligue 2. Et aujourd'hui, on est bien content d'encourager notre ville de cœur en Ligue 2. Voilà. Ouais, donc c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles que tu as tout connu. Donc tu as connu le dépôt de bilan du club. Et est-ce que ça n'a pas été un peu salutaire? Ici, des fois, on se pose la question à Valenciennes, certaines personnes, car ici aussi, on a failli déposer le bilan en 2014 et on se dit, est-ce que ça valait peut-être pas le coup de redémarrer tout en bas pour remonter? Est-ce que ça n'a pas été un peu salutaire finalement ce dépôt de bilan? Alors, c'est très difficile de répondre parce que ça a fait beaucoup de dégâts, que ce
ce soit d'un point de vue image notamment, parce que les Grenoblois, ils ont une vraie rupture avec le club de Grenoble, parce que pour le Grenoblois lambda, le GF38, il a coulé parce qu'il était mal géré. Ils en ont beaucoup voulu au club, alors que finalement, le club qui renaît descendre de l'ancien GF38, on va dire, il n'avait rien à voir avec le précédent. Donc ça a été très difficile à encaisser. Après, ce qui a été très difficile, c'est repartir de zéro au niveau des joueurs, au niveau des centres de formation. Faut savoir que ça fait peut-être, je sais plus, 8 ans qu'on a déposé le bilan. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de centre de formation. Donc c'est une casserole qu'on se traîne. Alors après, par contre, effectivement, ce qui a été très bien, c'est que ça a ressoudé le club sur ses valeurs de base. Donc ses vraies valeurs de base, donc avec un côté très familial. Quand on était en CFA2, il y avait toujours du monde au stade. C'était vraiment des irréductibles. Donc ça a vraiment fait le tri parmi ceux qui venaient par opportunisme et ceux qui aimaient vraiment le club. Et après, par contre, oui, effectivement, on a vécu des choses difficiles. Donc notamment quand on n'arrivait pas à monter de CFA en national. Et aussi des très belles choses avec les montées. La montée en national a été exceptionnelle parce que c'est le moment qu'on essayait de l'avoir, on n'arrivait pas à l'avoir et on a fini par l'avoir. Oui. La montée en Ligue 2 était vraiment très bien aussi parce qu'on l'a eu dans les difficultés. Et aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pro en Ligue 2. On est reparti de rien et on a fait le ménage, que ce soit économique ou au niveau du club. Et aujourd'hui, on a un club qui est beaucoup plus sain qu'avant. Mais par contre, voilà, on a vécu 5-6 ans de vraie galère. Quoi. Voilà. Et après, justement, c'est comme ça que le club s'est relevé, c'est en allant tous vers la même direction. Genre. Oui, alors en fait, ce qui a été difficile au début, c'est que on est reparti, on va dire, sans argent. C'est-à-dire que le club est reparti avec le soutien de la ville et de l'agglomération. Et ça a été très difficile de trouver des partenaires dans un premier temps. Parce qu'en CFA, on n'est pas très attirant, donc c'est des gens qui misaient dessus. Là, c'était un vrai frein, ça, le niveau financier, on va dire. Et après, on a réussi à trouver des bons sponsors qui ont commencé à mettre un peu d'argent dans le club. Ça nous a permis de passer un cap en s'entourant de gens compétents au niveau technique, notamment le directeur sportif. Et on a réussi à se sortir grâce à ça, surtout. Justement, tu évoquais un peu les souvenirs douloureux, mais il y a aussi des beaux souvenirs. Et on peut évoquer quelqu'un qui est plutôt populaire actuellement à Valenciennes, qui est Olivier Guégan. Olivier Guégan et puis Malek Chergui, Maxime Spanorao, Eric Vandenabil et Arsène Logo. Toute cette colonie grenobloise, comme tu l'as appelé, quels souvenirs ils ont laissé, notamment Olivier Guégan, j'imagine, qui vous a marqué, puisque c'est lui qui vous a permis d'obtenir la montée de National à Ligue 2. Oui, alors Olivier Guégan, surtout ce qui nous a marqué, c'est je dirais que c'est plutôt sa montée de CFA à National, qui a été très dur à obtenir. En fait, Olivier Guégan, c'est vrai qu'il est resté que 2 ans, il est monté 2 fois en 2 ans. Alors, c'était un coach qu'on appréciait beaucoup à Grenoble, parce qu'il avait cette capacité de tirer le meilleur de son groupe, et il avait vraiment un vrai côté grinta, qui était très primordial dans les championnats amateurs, parce que justement, c'est ce qui permettait de tirer la différence sur des matchs très serrés. Après, voilà, il est parti vraiment de façon très surprenante, on va dire. Personne ne s'y attendait. Pour des raisons plutôt, on va dire, humaines, avec la direction du club, avec lesquels il s'entendait pas forcément. Mais effectivement, du côté des supporters, on en garde un très bon souvenir. Il a vraiment gagné le respect des supporters. Et on respectait beaucoup pour tout ce qu'il a fait au club. Et puis surtout avec l'énergie qu'il a donnée pour le club. Voilà. Et donc maintenant, le GF38 est en Ligue 2 depuis 2 ans. Ça fait 2 ventres mous à peu près en 2 ans. Et est-ce que cette année, justement, ça pourrait pas être une bonne surprise Grenoble en Ligue 2? Alors ça, c'est une vraie question qu'on s'est beaucoup posée entre supporters grenoblois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le club, il est encore en pleine restructuration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le club, il n'a pas de son entraînement potable. Il a vraiment son entraînement très médiocre, avec des Algeco notamment. Et il n'a pas de centre de formation. Et ça, c'est un vrai manque, parce qu'on ne peut pas former des joueurs, on ne peut pas les faire signer en stagiaire pro. Donc la priorité du club aujourd'hui, c'est ça. C'est le centre de formation, le centre d'entraînement. Ce qui fait que, sportivement, on doit rester modéré sur les ambitions. Donc voilà, aujourd'hui, à Grenoble, on ne parle pas de Ligue 1, par exemple. On ne peut pas parler de Ligue 1 tant qu'on n'aura pas ça. Après, par contre, effectivement, cette année, notre effectif, je pense qu'il est plus qualitatif qu'avant. En tout cas, on a plus de qualité offensive. Ça s'est vu sur les premiers matchs. Je crois qu'on a encore aujourd'hui la meilleure attaque. Mais par contre, moi personnellement, je pense qu'on peut viser
le top 7, mais je pense que ce sera compliqué d'aller au barrage parce qu'on n'a pas l'effectif suffisant et assez équilibré pour durer sur la totalité de la saison. Donc je pense que ce sera une bonne surprise sur certains matchs, mais je pense que sur la durée, ce sera compliqué de viser plus haut. D'accord. Après, j'espère me tromper, mais voilà. Bon, on rappelle qu'actuellement vous êtes troisième parfaitement ex aequo avec Valenciennes et que vous avez marqué les esprits notamment en claquant 5 à nos amis toulousains. Avec un but de Loïc Euh, Nestor. Un but de Luc Nestor en plus, incroyable. Oui. Et du coup, par rapport à ce début de saison, pour préparer plutôt concrètement le match, quelles seraient pour toi les forces et les faiblesses de cette équipe? Bon, je sais qu'il n'y a eu que 5 matchs, donc c'est difficile de se prononcer, mais est-ce que tu vois des grandes forces et des grandes faiblesses dans cette équipe pour l'instant? Notre équipe de Grenoble. Ouais. Alors, je pense que la grande force cette année de l'équipe, c'est les possibilités offensives, je dirais. Parce qu'on a des profils offensifs qui sont très différents. Donc, on va dire que nos 3 attaquants types pour le moment, c'est plutôt Ravé sur le côté, Ravé à droite, Semedo à gauche et Alani devant. Ravé, c'est un profil de 10 excentré, donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est un joueur très technique, qui a une vraie passe, qui permet de casser les lignes par la passe. Donc voilà. On a Achille Alani qui est un attaquant de pointe puissant et rapide. Donc c'est aussi très important parce qu'il arrive à faire pousser le bloc, on va dire. Et ça permet de faire monter l'équipe et de garder le ballon et le distribuer au bon moment. Et c'est également un bon finisseur, donc c'est pratique. Et Willy Semedo, c'est un attaquant qui est plutôt, c'est un ailier qui est plutôt technique et rapide et qui va beaucoup percuter sur son côté. Donc on a une attaque qui est très différente et qui se complète beaucoup. Donc on arrive à marquer beaucoup plus de buts qu'avant et en tout cas créer plus d'occasions. Par contre, pour ce qui est du gros point de faiblesse du GS français cette année, c'est la charnière centrale pour moi. Parce qu'en fait, on a perdu Spano il y a 2 ans. Oui. Et on a perdu Eric Vandenabil cette année. Et je trouve qu'on les a mal remplacés en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre charnière centrale, c'est Monfray Nestor en général. Monfray qui est un bon joueur, mais qui est un peu moins précis que ce qu'on attend de lui. Et Nestor qui est un joueur moyen, quoi, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça, je dirais que la charnière centrale aujourd'hui c'est vraiment notre point faible. Et en plus on a voulu remplacer Vandenabil par Stralman, qui est un défenseur central qui vient d'Hollande et qui est pas au niveau du tout, pour moi qui est pas au niveau pour jouer le tableau de Ligue 2, quoi. Qui est vraiment un joueur de Ligue 2 très moyen. Il est très gaffeur par exemple. Donc je pense que le gros point faible c'est la charnière centrale. On perd notamment beaucoup de duels aériens. On a beaucoup de mal dans les duels aériens défensifs. Et on a pris, d'ailleurs, on a pris 3 buts sur duel aérien contre Toulouse parce que justement on n'était pas au marquage et on n'était pas au duel. Donc, c'est le gros point faible de Grenoble cette année. D'accord. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un joueur à surveiller de l'équipe de Grenoble et un petit pronostic pour le match? Alors, si un joueur à surveiller, c'est compliqué parce qu'on en a vraiment plusieurs, mais je pense que le joueur qui est le plus au-dessus de l'équipe à Grenoble, c'est Yorick Ravé, donc l'ailier droit, parce qu'il est capable de faire des différences, que ce soit à la frappe ou à la passe. Et c'est vraiment un joueur qui permet d'élever le niveau de jeu et qui peut faire basculer le match sur une frappe, sur une aspiration. Donc c'est vraiment le joueur à surveiller. Après, il y en a beaucoup d'autres, hein, et je pense qu'il fallait en garder un seul. C'est Srejip, parce que même s'il n'est pas en forme, il reste quand même bien au-dessus du reste. Oui. Voilà. Et un petit pronostic pour le match? Un petit pronostic, c'est compliqué, mais j'espère une victoire 2-1 du GF38, mais je pense que ça va se terminer sur un match nul, parce qu'on n'en a pas encore fait et c'est peut-être temps. Donc je pense que ça fera un partout, mais j'espère un petit 2-1 du GF38. Mais ça va vraiment pas jouer à grand chose parce je pense qu'on a 2 équipes qui sont très similaires techniquement. On a beaucoup, vous avez beaucoup d'anciens Grenoblois qui connaissent bien la maison, qui connaissent bien notre entraîneur Philippe, donc je pense que ça va être compliqué à gérer. Mais je pense que ça va être très serré et j'espère un 2-1, mais je pense à un partout. Bon, je pense que tu nous en voudras pas si on n'est pas spécialement d'accord avec ton pronostic et qu'on espère une victoire valenciennoise. En tout cas, on te remercie Thomas pour ton temps et tes réponses. Et puis les supporters valenciennois, si vous vous intéressez à la Ligue 2 en général, n'hésitez pas à aller le follow pour avoir un peu des infos sur le GF38. Et nous, on se retrouve dès demain pour le débrief en direct de ce match à Grenoble. Portez-vous bien, salut! Salut!